Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo consacrée toujours à ce chapitre sur le langage et la raison. Euh, alors, on va aborder aujourd'hui donc la troisième partie du cours qui s'appelle Les mots et le monde, un rapport ambigu, où on va voir qu'effectivement, c'est pas si facile que ça de classifier le langage, de le mettre dans une catégorie et d'affirmer en quelque sorte que le langage ressemble au monde autour de nous. Alors grand 3, les mots, le monde, un rapport ambigu. On va commencer par le petit a qui s'appelle les mots ressemblent-ils à ce qu'ils désignent, puisque finalement dans le langage courant, on a plutôt tendance à pas trop se poser la question et à se dire bah voilà, table égale table, c'est comme ça, voiture égale voiture, c'est comme ça. Mais justement, je vous rappelle que la philosophie a plutôt tendance à se méfier des fameux c'est comme ça et à se poser la question des fondements du langage. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a décidé que table égale table? Alors souvent, effectivement, on va chercher du côté de l'étymologie des mots, c'est ce qu'on fait beaucoup, notamment en philosophie, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur d'où vient tel mot. Souvent, ça vient du grec, ça vient du latin, ça a été importé par des langues aujourd'hui disparues, éteintes, ou alors des langues qui existent toujours. D'autant que, je vous rappelle, et ça c'est important de le souligner, que la langue, quelle qu'elle soit, le français, l'anglais, le chinois, toutes les langues évoluent quotidiennement, c'est-à-dire qu'il y a des apports de nouveaux mots et puis d'autres mots qui finissent par disparaître. Et finalement, la question qui est intéressante aussi à se poser, c'est est-ce que les mots apparaissent et disparaissent parce que des choses nouvelles, des états d'esprit nouveaux, un monde autour de nous n'arrête pas de changer finalement, ou est-ce que c'est les mots qui font changer le monde? Là aussi, l'état d'esprit d'une société peut dépendre d'un vocabulaire qui serait utilisé, de mots qui seraient utilisés, d'un lexique qui serait utilisé. Donc il y a toujours cette fameuse interdépendance. Et la question qu'on a posée dans la partie 2 avec Hegel notamment, de savoir si finalement est-ce qu'on pense parce qu'on a des mots ou bien est-ce qu'on a des mots parce qu'on pense, eh bien cette question reste ouverte et aujourd'hui on va la focaliser un petit peu plus sur les rapports entre les mots et le monde autour de nous. D'ailleurs, je vous encourage aussi à relire, il y a des textes de lui dans votre manuel, la phénoménologie de Husserl, pardon, j'allais dire Hegel. Hegel aussi a fait de la phénoménologie, mais au XXe siècle, c'était plutôt Husserl. Edmund Husserl s'est beaucoup interrogé sur les choses telles qu'elles nous apparaissent, et comment finalement on peut décrypter les choses. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, un arbre, c'est un arbre. Bah voilà, je suis là, et puis l'arbre, il est en face de moi. Mais en fait, non, c'est pas l'arbre qui est en face de moi, c'est la représentation que j'ai de cet arbre, qui est une représentation particulière. On sait par exemple que les animaux, et en particulier certains animaux, je pense notamment aux chauves-souris, n'ont pas du tout la même vision du monde que nous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes sens, mais même des animaux plus proches de nous, des mammifères. Un simple chat ou un simple chien, on sait très bien qu'il ne perçoit pas les mêmes couleurs que nous, par exemple, ou que sa vision est totalement déformée. Les chevaux, par exemple, ont une vision du monde qui est totalement différente de la nôtre, puisqu'ils ont les yeux sur les côtés, ils ne voient pas ce qui se passe au milieu, mais ils voient ce qui se passe sur les côtés, et qu'en plus ils ont une image visiblement déformée de nous, c'est-à-dire que pour les chevaux, nous sommes plus grands qu'eux. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport de domination qui peut s'opérer. Donc vous voyez bien que entre la perception qu'on a du monde, la compréhension qu'on a du monde et le monde tel qu'il existe, c'est pas exactement la même chose. On parlera de phénomène, c'est-à-dire que l'arbre qui est en face de moi, je dis bah voilà, c'est un arbre, il a un tronc, il a des feuilles, c'est normal. Non, c'est pas normal. La perception que j'en ai, c'est une perception qui est conditionnée par le regard que je porte dessus, et ce regard est conditionné par l'état de mes sens. Voilà. Ça rappelle d'ailleurs une légende hindoue qui est intéressante, où on raconte qu'un Maharaja avait fait venir dans son palais un homme qui ne voyait pas, un homme qui n'entendait pas, enfin voilà, plusieurs personnes qui étaient privées d'un sens, et il leur avait demandé de s'occuper d'un éléphant et de dire à quoi ressemble l'éléphant. Et l'aveugle, qui n'avait touché que les oreilles de l'éléphant, disait bah, un éléphant ça ressemble à une espèce de grand mouchoir, parce qu'il avait touché que les oreilles de l'éléphant. Donc vous voyez que finalement oui, ce que je disais, c'est-à-dire c'est l'état de nos sens, l'état de nos perceptions qui conditionne le rapport que nous allons avoir avec le monde, et par conséquent, eh bien, notre vocabulaire va être conditionné par ça. J'ai un autre exemple en tête, décidément, j'en ai plein, mais c'est vrai que ça me vient en tête comme ça, je suis très fort, n'est-ce pas? Non, c'est le cas des nébuleuses. Vous savez tout ce que c'est qu'une nébuleuse. En fait, une nébuleuse, c'est une galaxie. Les galaxies qu'on peut observer aujourd'hui dans le ciel grâce à nos télescopes, on les appelle des galaxies parce qu'on sait exactement comment elles sont faites.
fait, comment elles sont délimitées et de quoi elles sont composées. Des galaxies, ce sont des amas d'étoiles qui tournent, et on sait très bien, chacun a en tête l'image d'une galaxie, hein, c'est quelque chose qui est plutôt rond, avec des bras tout autour, et on appelle ça des galaxies. Autrefois, il y a plusieurs siècles, on appelait ça des nébuleuses. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de télescope pour les voir, et que par conséquent, elles ne ressemblaient pas à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Elles ressemblaient à des espèces de nuages très loin dans le ciel, qu'on apercevait de temps en temps la nuit, et pour les êtres humains de cette époque-là, c'était des nébuleuses, c'est-à-dire quelque chose de nébuleux, une sorte de nuage de gaz. On ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble, donc c'est nébuleux, c'est vague. Aujourd'hui, galaxie, parce que c'est beaucoup moins vague. Donc le vocabulaire a évolué, on a créé le mot galaxie, parce que notre perception a évolué. Mais les galaxies, elles, ont toujours eu la même forme, et elles sont là depuis des millions, voire même des milliards d'années. Ça vous donne une idée de cette dépendance qu'a le vocabulaire par rapport à la perception du monde qu'on a. Alors on y va, on attaque tout de suite donc ce grand 3, et petit a, les mots ressemblent-ils à ce qu'ils désignent? Platon consacre une partie de son dialogue Cratyle. Cratyle, c'est un dialogue de Platon, avec évidemment comme héros Socrate, hein, comme dans tous les dialogues de Platon, et Socrate est opposé à plusieurs personnes avec qui il va discuter, notamment deux interlocuteurs qui sont Cratyle et Hermogène. Et là, je vais vous demander d'être très attentif parce que malheureusement, il y a une erreur dans mon paragraphe, donc prenez de quoi noter parce que c'est important. Ce que je raconte là, c'est pas vrai, malheureusement. Donc, à vous de corriger. Malheureusement, mon cours, je l'ai écrit un petit peu trop vite et je me rends compte qu'en fait, ce que je raconte, c'est pas tout à fait exact. Donc, voilà, notez la rectification que je vais faire. Ce que je raconte dans le paragraphe, c'est Platon consacre une partie de son dialogue Cratyle au langage. Dans ce dialogue, l'un des personnages, Hermogène, parle de ressemblance quasi physique entre les mots et les choses. Pour lui, c'est une évidence, les hommes ont commencé à désigner les objets autour d'eux en faisant ressembler les sons aux objets eux-mêmes. C'est souvent, d'ailleurs, ce que l'on pense quand on y réfléchit peu. Cet objet devant moi s'appelle table, c'est comme ça et c'est tout. Pourtant, Socrate montre vite à Hermogène l'absurdité de son propos. En fait, c'est pas Hermogène. Comme je vous l'ai dit, dans ce dialogue, il y a trois interlocuteurs, Socrate, Cratyle, Hermogène. Eh bien, la thèse d'Hermogène n'est pas cette thèse-là. Ça, c'est la thèse de Cratyle. Alors, je vous ai fait une petite ardoise magique pour... Ah oui, mais c'est écrit à l'envers. Bah oui, ça craint. Bon, donc, s'il y en a parmi vous qui arrivent à lire à l'envers, allez-y. De toute façon, je vais le redire. Donc, sur cette petite ardoise à l'envers, malheureusement, j'ai noté la véritable version. Cratyle, pour lui, c'est bien le rapport de mimétisme. Donc c'est pas Hermogène qui raconte ça. Vous pouvez barrer et remplacer. C'est bien Cratyle pour qui les mots et les choses ont un rapport mimétique, de mimétisme. Autrement dit, le rapport est un rapport de ressemblance. Vous voyez que j'écris toujours aussi bien. Donc voilà, vous pouvez barrer à chaque fois que je parle d'Hermogène dans ce paragraphe. Il s'agit de Cratyle lui-même qui parle d'un rapport de ressemblance. Hermogène, lui, hop, a une vision différente des choses, puisque pour Hermogène, c'est pas un rapport de ressemblance comme pour Cratyle, c'est un rapport de convention. Hermogène, il est conventionnaliste. C'est le conventionnalisme, autrement dit, le rapport qui est évoqué est un rapport d'accord entre tous. Ce que raconte Hermogène vraiment dans ce dialogue, c'est qu'il dit à Socrate, bah écoute, c'est pas compliqué, les mots, pourquoi est-ce qu'on désigne une table avec le mot table? C'est parce qu'à un moment, des personnes, des sommités politiques se sont mises d'accord et ont dit, ok, donc on a l'objet table, on va dire que c'est une table. Et il y a eu comme ça un accord, et cet accord s'est perpétué entre les âges. Ce que lui répond Socrate, c'est, ouais d'accord, mais pour se mettre d'accord sur ce terme de table, il fallait bien qu'ils utilisent un langage. Quel langage utilisaient-ils? Et là, Hermogène répond, avant, il y avait un autre langage et les gens s'étaient mis d'accord. Et puis on va régresser comme ça à l'infini. C'est absurde, dit Socrate, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir ce rapport ni de mimétisme, ni de conventionnalisme entre les mots et les choses. Autrement dit, la question reste ouverte. C'est peut-être un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on est parti des fameuses onomatopées, l'oiseau on va dire cuicui, l'arbre on va faire pch comme ça, et puis au fur et à mesure ça s'est affiné. Mais à aucun moment, dit Socrate, il y a eu une véritable convention pour dire ok, on va faire passer tous les objets du monde devant nous, absolument tous, et on va dire ça c'est quoi table, ça c'est quoi chaise, ça c'est quoi? Non, c'est totalement impossible, il peut pas y avoir de conventionnalisme. Et puis ce naturalisme, ce mimétisme, il est aussi un peu juste, dit Socrate. Donc la question reste posée pour Socrate, il remet tout en question, il remet en doute ce que disent Socrate et Hermogène.
C'est un petit peu le propre de la philosophie, de semer le doute dans les esprits, et notamment à propos du langage. Donc retenez bien ça, et désolé pour l'erreur que j'ai faite, on retient effectivement que pour Cratil, il y a un rapport mimétique, les mots ressemblent aux choses, et que pour Hermogène, il y a un rapport conventionnaliste, un rapport de convention entre les mots et les choses. Ensuite, on va étudier un autre point de vue là-dessus. On va pouvoir évoquer Bergson et puis Nietzsche, le rapport, enfin la version nomenclaturisme des choses. Dans nomenclaturisme, vous avez le mot nom, qui veut dire poser des noms, un peu comme des étiquettes sur les choses. Le nomenclaturisme, c'est la pensée qui fait correspondre à chaque chose, chaque objet, un nom précis. Autrement dit, pour le nomenclaturisme, eh bien, le rapport des mots aux choses est un rapport étiquette. C'est-à-dire qu'on plaque sur la réalité du monde une étiquette par objet, et puis on va relier ça avec de la grammaire pour que tout le monde puisse comprendre. Donc il y a un petit peu de conventionnalisme finalement là-dedans. Mais le problème qui se pose est le suivant. Les mots se rapportent-ils aux choses de façon totalement arbitraire, hasardeuse? Qui a décidé un jour que le mot table allait désigner l'objet table en particulier? Et quelle est alors l'utilité du langage si on peut si facilement le remettre en question? Et là-dessus, je vous encourage, une élève l'a fait de façon très brillante via WhatsApp et m'a posé la question. Évidemment, je vous renvoie à Nietzsche. Quand on a étudié, vous vous souvenez, ce texte sur la conscience pour Nietzsche, eh bien pour Nietzsche, la conscience n'est rien d'autre, enfin du moins le langage n'est rien d'autre qu'une approche extrêmement schématique de la conscience. Nous avons tous des consciences qui sont extrêmement complexes, extrêmement compliquées à appréhender, puisque chacun de nos sentiments est un sentiment finalement unique, et que si je suis amoureux d'une personne, ou si je déteste une personne, je ne serai pas amoureux de la même façon que quelqu'un d'autre. Chacun a ses sentiments, ses impressions, salon de coiffure en direct, couvrons notre calvitie comme on peut. Donc ce rapport est forcément un rapport un peu schématique, un peu superficiel. Vous vous souvenez, pour Nietzsche, effectivement, le langage n'est qu'une approximation de la complexité de ce qu'il y a dans nos esprits. Je vous renvoie à ce texte qu'on avait étudié dans le chapitre sur la conscience. Et puis, Bergson, Henri Bergson, philosophe français, début du XXe siècle, va lui emboîter le pas à Nietzsche en disant effectivement, notre rapport avec le monde, ce rapport par le langage, est un rapport purement utilitaire. Pourquoi est-ce que c'est important que tout le monde soit d'accord pour dire table? C'est plus pratique pour la vie de tous les jours. Imaginez si je disais à mes enfants à midi à table et que chacun disait mais c'est quoi table? Non, moi je croyais que table c'était le machin qu'il y avait avec des coussins là-bas sur lequel on dort. Non, mon gars, ça c'est un lit. Voilà, je caricature évidemment, mais il y a ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport, selon Bergson, qui est un rapport purement utilitaire. Et alors les seuls personnes pour Bergson qui réussissent à se retirer de ce rapport utilitaire, ce sont les artistes et les philosophes bien sûr, mais en tout cas les artistes savent remettre en question le monde autour de nous. Et si pour un artiste ça c'est pas une table mais c'est complètement autre chose, et c'est ce qui s'est passé au début de l'art moderne avec des gens comme Duchamp ou Picasso, eh bien c'est une façon de s'évader de ce rapport purement utilitaire entre les mots et les choses. Donc pour Bergson, tout comme pour Nietzsche, le langage n'est qu'une approximation, n'est qu'un schématisme assez faible face au foisonnement du monde qui nous entoure. On le fait pour nous rassurer et puis pour un rapport qui est un rapport purement d'utilité. On doit se mettre d'accord et dire que ça c'est une table, et quand je dis à mes enfants à table, eh bien ils viennent devant cet objet qui est devant moi. Ça, c'est le nomenclaturisme qui se rapproche beaucoup du conventionnalisme, mais de façon beaucoup plus critique finalement, puisque le langage n'est pas suffisant pour décrire toute l'amplitude et toute la complexité de ce que nous avons dans la tête, et aussi du monde qui est autour de nous. Petit b, le langage comme outil d'exploration et d'appropriation du monde. Le langage doit se comprendre comme une porte d'accès sur le monde. Même s'il a un côté purement conventionnel, il donne aux hommes une culture commune, un point de départ fixe pour comprendre le monde. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que le langage contient non seulement des mots, des expressions, des choses comme ça, mais il contient aussi finalement toute une façon de voir le monde. Je vous parlais par exemple du mot saudade qu'on retrouve dans la poésie et dans la littérature portugaise. C'est-à-dire qu'en portugais, le mot saudade est très important. Écoutez n'importe quelle chanson traditionnelle portugaise, le fado, comme on appelle ça, avec des grands noms comme Amália Rodrigues. Dans toutes les chansons portugaises, dans toutes les chansons de fado, vous retrouvez ce fameux mot saudade qui revient, et que les Brésiliens ont aussi adopté. Pareil, écoutez une samba brésilienne, quelle qu'elle soit,
vous aurez toujours systématiquement saudace, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un E à la fin, et la saudade, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un sentiment qui est très particulier aux Portugais, non pas aux Mexicains, mais aux Brésiliens, et ce mot de saudade, eh bien, il est très important pour eux, puisqu'il correspond à une espèce de sentiment, de spleen, qui serait le spleen lusitanien, mais le truc, c'est que c'est un sentiment qui est incommunicable, c'est ça, quand on demande à un Portugais, mais c'est quoi saudade? Ils vont répondre, c'est la nostalgie du futur. C'est une réponse qui ne veut rien dire, mais qui correspond effectivement à un état d'esprit qui est là dans cette partie du monde, qui a imprégné fortement les arts, la chanson, la littérature, mais qui est incommunicable aux autres. Donc ils ont trouvé ce mot-là, mais ce mot-là, finalement, on ne le comprendra jamais vraiment. Saudade, c'est une sorte de licence poétique par rapport à un sentiment typiquement portugais ou brésilien. En tout cas, écoutez, Amélia Rodriguez, c'est formidable, j'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi il va y avoir un paradoxe qui va se dégager de ça. Même si on peut en critiquer certains aspects, il est trop important dans nos cultures pour qu'on puisse s'en passer ou pour qu'on le néglige. Le langage recèle aussi un paradoxe majeur. Il est à la fois le berceau commun des cultures et en même temps il est l'origine des discordes, d'incompréhension, voire de guerre. Donc là je vous rappelle le mythe de la tour de Babel. Si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous sur ce mythe de la tour de Babel. C'est un récit biblique qui raconte comment les dissensions, les guerres ont commencé à apparaître entre les hommes. Au départ, effectivement, les êtres humains veulent construire une tour absolument immense et formidable qui doit aller vers Dieu, vers le ciel. Et Dieu, eh bien, pour punir les hommes de cette prétention, de cette arrogance à vouloir monter vers le ciel, décide que tous les ouvriers, c'est-à-dire tous les êtres humains qui sont sur la tour de Babel, se mettraient à parler un langage différent, parce qu'à l'époque, on raconte qu'il y avait une langue commune pour tous les peuples de la terre. Et chaque ouvrier, ne pouvant plus construire la tour, puisque plus personne ne se comprend sur le chantier de la tour de Babel, va rentrer dans son pays et va diffuser autour de lui cette langue. Donc selon la Bible, c'est ça l'origine des langues différentes et surtout l'origine des guerres et des oppositions entre les êtres humains. Tout part du langage à cause de cette punition divine qui est imposée aux gens de ne plus se comprendre entre eux. Donc c'est un récit qui est évidemment biblique, qui est évidemment mythologique, mais qui nous fait réfléchir sur l'importance du langage, sur le fait de se comprendre ou de ne pas se comprendre. Et là aussi, je vous renvoie au film. Alors, je sais que certaines d'entre vous l'ont vu, et je trouve que c'est très bien fichu dans le film Premier Contact, The Arrival, où à la fin, effectivement, on a une situation quasiment de guerre parce qu'il y a incompréhension entre non seulement les extraterrestres et les hommes, mais aussi finalement les différents peuples entre eux. Et là-dessus, effectivement, ce petit suspense de la fin du film avec le téléphone et ce haut dirigeant chinois, eh bien, c'est un moment qui est très important dans le film et qui nous rappelle effectivement cette thématique de la tour de Babel. La psychanalyse freudienne a été une découverte dans laquelle le langage servait de repère pour sortir de la pathologie. Ça, on l'a vu en long, en large et en travers, la fameuse talking cure, la fameuse psychanalyse qui consiste à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. CF, donc le nom de talking cure, cure par le langage. En effet, si le patient névrosé ou psychotique ne réussit pas à mettre des mots sur les mots, il est condamné à revivre indéfiniment le passé et d'en souffrir toute sa vie. Voilà une citation de Freud, verbaliser, parler, c'est tenter d'évacuer les symptômes avant qu'ils ne se transforment en souffrance. Donc là, j'ai pas besoin d'expliquer beaucoup parce qu'on a vu largement ce que Freud pensait du langage. Pour lui, effectivement, le langage est nécessaire et il est finalement la seule arme d'extériorisation de nos souffrances pathologiques, psychologiques que nous pouvons avoir. Donc voilà pourquoi, effectivement, pour Freud, le langage est très important, même s'il est trompeur, même si, comme le dit Nietzsche, il est superficiel, il est notre seule porte de sortie par rapport à la pathologie. Je voulais dire quelques mots sur la série Freud, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui la regardent. C'est une série qui est arrivée sur Netflix le lundi 23 mars. J'ai vu quelques épisodes pour l'instant. Alors c'est intéressant, c'est bien fait, c'est super bien filmé, mais attention, c'est quand même extrêmement romancé. Freud n'a jamais aidé la police à enquêter sur des cas. Ils ont un petit peu transformé Freud en héros. Enfin bon, ça c'est un petit peu le propre des séries. Mais alors moi j'ai vu juste les 3 premiers épisodes. Dans l'incompréhension que suscite Freud par rapport à la communauté médicale et scientifique de son époque, ça je trouve que c'est plutôt bien rendu. Tout ce qui a trait effectivement aux régressions, cette femme là qui poursuit le mystérieux criminel dans les canaux de la ville de Vienne, évidemment tout ça est totalement faux. Freud, c'est un type qui n'a jamais été un héros qui a aidé la police, voilà, c'est pas Monk non plus, mais en tout cas voilà, c'est une série je pense qui vaut le coup d'être vue, mais
avec une distance, en vous disant bien qu'il y a une partie effectivement un peu plus historique. Moi, je pensais vraiment que c'était une série sur la vie de Freud. C'est pour ça, quand j'ai commencé à voir la voyante, les machins comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, on part parfois un petit peu dans le paranormal et dans le sensationnalisme. Donc, ne croyez pas tout ce qui est raconté dans la série Freud, mais ce qui est décrit sur les régressions, la façon de guérir les pathologies à travers la parole, je trouve que c'est plutôt assez bien traité dans cette série. Voilà, nous avons fini avec ce chapitre sur le langage. Merci à tous. Donc, je demanderai évidemment de me faire une conclusion là-dessus. Pas tout de suite, pas pour l'instant. Je sais que vous êtes pas mal occupés par ailleurs. Merci de votre attention et puis à très bientôt.